remercier M. Mohamed Oumado d'accepter de répondre à mes questions. Je veux dire dans un premier temps que le but de ces interviews, c'est non seulement de présenter aux internautes et à toute la diaspora djiboutienne les membres fondateurs de la CTD et leur diversité, d'ailleurs, diversité d'opinion, diversité d'âge, diversité d'appartenance familiale, et aussi de faire connaître la CTD et ses objectifs. Alors, dans un premier temps, je vous propose que nous prenions d'abord votre parcours, je vais le reprendre rapidement, et ensuite vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou si vous avez des précisions, des modifications à lui apporter. Donc, vous m'avez dit que vous étiez né à Djibouti, que votre père était militaire, et à ce titre, vous avez vécu dans différents camps militaires, dans différentes villes de garnison. Vous avez commencé votre scolarité à Dikil, puis vous êtes allé au lycée. Dans les années 91-92, lors de l'offensive des forces du FRUD, vous êtes posé des questions. Et là, vous avez rejoint l'ADDL, qui avait été la première association pour les droits de l'homme à Djibouti, et qui avait été fondée par Mohamed Ahmed Souleh. On peut dire que très jeune, vous avez été sensibilisé à la défense des droits de l'homme. Par exemple, en 1993, vous avez aidé et accompagné une mission d'Amnesty International qui venait à Djibouti pour suivre le procès des Aref, de maître Mohamed Aref et de son neveu, l'ancien président. Et puis, dans cette mission, il y avait Gaëtan Boutou, je ne sais pas s'il était chef de mission ou s'il était simplement collaborateur, mais il a enquêté sur le massacre d'Ariba en essayant de trouver des témoins, des rapports, etc. Et là, vous l'avez beaucoup accompagné. En 1994, comme le président de la DDL était interdit de sortir du territoire, comme ça arrive à de nombreux opposants, c'est une des mesures de rétorsion prises par le régime, vous l'avez représenté à Addis Abeba pour une conférence sur les droits de l'homme. En 1995, vous avez refusé, je dirais, ce que vous appelez la capitulation de 1994, c'est-à-dire les accords d'une partie du FRUD avec le gouvernement. Et là, vous avez décidé de vous exiler et vous êtes arrivé naturellement en France. Là, vous pensiez avoir facilement un titre de séjour et à votre grande surprise, la France a refusé vos preuves et a refusé de vous donner un titre de séjour. Et vous n'étiez pas le seul à la réunion d'audition, puisqu'il y avait aussi, vous m'avez dit, un Djiboutien qui avait eu une jambe qu'on avait été obligé de lui couper à la suite d'une agression des forces militaires djiboutiennes. Bon, comme vous étiez vraiment désabusé et écœuré par l'attitude française, vous êtes parti en Belgique, et là, les Belges vous ont délivré votre statut en 4 mois. Tout en disant qu'ils étaient étonnés de la décision de la France parce que votre dossier était suffisamment solide pour justifier une demande d'asile. Bon, depuis vous vivez en Bruxelles, vous avez acquis la nationalité belge, et de 1998 à 2012 environ, vous avez animé une association d'entraide aux réfugiés djiboutiens qui arrivaient en Belgique. Vous aviez été pratiquement le premier. Les autorités belges connaissaient mal le dossier de Djibouti, puisque c'était une chasse gardée de la France, et vous avez décidé d'aider les réfugiés à obtenir des papiers. Pardon. Et vous avez continué à œuvrer dans l'opposition. Et les autorités belges ont souhaité que vous leur apportiez des informations sur la situation à Djibouti. Notamment en 1998, vous avez organisé la venue de Dini
auprès des autorités pour expliquer la situation. Et vous avez continué à œuvrer près de des commissions de la communauté européenne. Vous avez été presque involontairement porte-parole du FRUD parce qu'Ahmed Dini était contraint en France de se taire pratiquement. Il n'avait pas vraiment le droit à l'expression publique, et vous étiez son porte-parole. Aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire belge dans un ministère et vous êtes militant et engagé aux côtés du FRUD. Vous nous direz après comment vous vous situez par rapport au FRUD. Et vous avez soutenu l'appel du Bourget. Bon, je ne vais pas en dire plus parce qu'on pourrait y passer la journée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous avez des choses à préciser ou à corriger? Vous avez résumé parfaitement la situation. Seulement avec le nom de Mohamed Oumed Souleh, le président de l'ADDHL, l'Association djiboutienne de défense des droits de l'homme. Ça, c'était la première organisation de défense des droits de l'homme qui a été créée à Djibouti. D'accord. Eh bien, merci. Je prends la correction en note. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire que vous êtes un membre du FRUD ou vous êtes là un sympathisant du FRUD qui est là en tant que personnalité? Je suis membre du FRUD et je représente le FRUD ici à Bruxelles. Et en tant que tel, depuis le début, je me considère comme un militant du FRUD. D'accord. Alors, au sein de la CTD, quel est votre rôle? Vous appartenez à une commission, à plusieurs commissions? Au sein de la Charte pour la transition démocratique à Djibouti, je suis actif dans la commission des relations extérieures. Donc, comme la charte vient d'être signée il y a à peine 2 mois, nous essayons de mettre en place plusieurs commissions pour commencer un travail de fond. Et je suis actif dans la commission des relations extérieures. Alors, quel est le but de cette commission? Elle sert à quoi? Elle doit faire quoi? Mais le but de la commission des relations extérieures, c'est de faire un travail de communication, un travail de lobbying auprès d'organismes d'État internationaux afin d'expliquer la démarche de la charte et aussi afin de sensibiliser l'opinion européenne, internationale et même mondiale sur la situation à Djibouti et sur la transition démocratique qui doit s'enclencher inévitablement à Djibouti. Nous sommes d'accord là-dessus. Est-ce que vous privilégiez les puissances qui sont, comme disait Jean-Paul Noël Abdi, le président de la LDDH, est-ce que vous privilégiez les relations avec les forces qui sont prépositionnées à Djibouti? Notre priorité porte sur les grandes puissances, notamment les puissances historiques, la France, la Commission européenne. Oui. Et puis aussi les forces, les États, les grands États qui disposent des bases militaires à Djibouti, les États-Unis, le Japon, la Chine, et puis toutes dans la région, l'Éthiopie, le Soudan jusqu'en Égypte et les pays de la Ligue arabe. D'accord, c'est vaste. Hein. Vous êtes combien de membres dedans? Vous êtes combien dans cette commission? Combien de membres? La commission de relations extérieures essaie de fonctionner par zone géographique. Oui. Donc, on s'est réparti sur la France, il y a 3 membres, la Belgique, les États-Unis, Djibouti même, dans la capitale. Et, aussi il y a 3 membres en France, il y en a en Belgique. 3 en Belgique, 3 aux États-Unis. D'accord. 3 à Djibouti. Et 3 à Djibouti. Et on va essayer de coordonner tout ça. Bon, je crois que c'est intéressant. Alors, ma première question, pour vous, quelle est la philosophie de la CTD? Comment vous la voyez? Comment vous la ressentez vous-même? La charte pour une transition démocratique à Djibouti, c'est une initiative qui découle de l'appel du Bourget en septembre 2018. Oui. À cette date-ci, il y a plusieurs organisations politiques, d'organisations non gouvernementales et de personnalités politiques se sont rassemblées autour de l'idée qu'il fallait une transition inévitablement à Djibouti, parce qu'on ne peut pas passer d'une dictature qui dure depuis plus de 40 ans à un État démocratique comme ça, du jour au lendemain, et qu'il fallait un processus, une période de transition
pour réparer tout ce qui a été malmené depuis l'indépendance, pour lister, pour se mettre d'accord sur les dysfonctionnements de l'État et ensuite, dans un second temps, de réparer, de proposer des solutions de réparation afin de jeter les jalons d'un État national à Djibouti qui fait défaut. Tout ça parce que on a vu que dans l'exemple de plusieurs pays, de plusieurs dictatures qui ont régné comme ça, des dictatures claniques qui s'est formées autour d'une seule personne entourée de sa cellule familiale, que lorsque cette dictature disparaissait, elle entraînait avec elle tous les pays, parce que tout reposait autour d'un seul homme et son clan, notamment en ce qui concerne l'appareil sécuritaire et militaire du pays, et même toutes les institutions de l'État se réfèrent à un seul homme. Donc, la démarche, c'est vraiment faire un travail des fonds et de préparer les jalons de ces transitions, mais aussi, principalement, de faire en sorte que cette transition advienne pour pousser la dictature au départ, parce que on ne peut pas parler de transition sans les départs de la dictature. Et c'est là que la démarche de la CTD est vraiment originale et importante. Nous en dirons un mot par la suite. Bon, nous sommes d'accord, il faut qu'il y ait vacances du pouvoir et vous avez peut-être le moyen, je dirais, de l'aider un peu à venir, cette vacance. Et je pense qu'en effet, comme vous, c'est inéluctable. Mais vous allez vous préparer une période de transition de 2 ans, si j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'à l'issue de cette période de transition, on aura des élections libres? On aura une élection démocratique. Tout dépendra des rapports de force au moment de cette vacance de pouvoir. Et l'idée ici, c'est vraiment de multiplier les actions, de mener des actions multiformes, notamment en ce qui concerne les partis politiques présents à Djibouti de l'opposition doivent intensifier leur lutte politique pour déstabiliser le régime. Et en ce qui concerne l'organisation politico-militaire du FRUD, d'accélérer les actions sur le terrain parce que on a face à une dictature militaire vraiment qui règne par la terreur, quoi. Donc, on a vu que l'alternance par les urnes ne menait rien à Djibouti. Plusieurs tentatives de participation à des processus électoraux ont mené à un échec parce que les résultats de ces votes ne sont ni transparents ni équitables et que c'est vraiment un système clanique, criminel qui règne par la force et la terreur. Et l'originalité de la CTD, c'est vraiment rassembler les forces politiques, politico-militaires de la société civile, des personnalités politiques, afin de conjuguer les efforts pour déstabiliser et faire partir cette dictature. Faire partir, c'est bien, mais aussi parallèlement mener un travail des fonds afin d'avoir, au jour J, le moment venu, un programme, un projet structuré qui va déboucher sur une période de transition qui doit durer 2 ans au maximum. Et justement, le travail de préparation au sein des commissions de la CTD vont faire en sorte que cette transition se déroule dans de bonnes conditions et qu'à l'issue de cette période, les jalons, les bases d'un État national démocratique soient jetés et que des élections libres et transparentes se déroulent pour prendre les relèves. Voilà les projets de la CTD. Merci. Moi, imaginons que la période de transition, enfin la vacance du pouvoir soit constatée, que vous puissiez mettre en place cette organisation de transition. Qu'est-ce qui vous prouve que les forces du pays vont vous suivre? Je pense par exemple à l'armée, je pense à la gendarmerie, à la police, à la justice aussi. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont vous suivre? Mais comme je disais tout à l'heure, tout dépendra des rapports de force. Parce que le rapport de force de l'opposition à Djibouti, qui va émaner des partis politiques, mais aussi de l'organisation politico-militaire, va faire en sorte d'imposer notre agenda. Et puis, les forces étatiques aujourd'hui à Djibouti ne sont pas structurées, même si sur la forme, elles sont là. C'est des forces qui obéissent à un seul homme, qui d'abord, même l'armée est basée et formée de manière tribale, quoi. Et même les institutions de l'État sont tribalisées, clanisées, et que ces forces
qu'utilise le régime pour assouvir le peuple djiboutien ne pourra pas résister au départ ou aux disparitions du dictateur en chef, et que là viendra vraiment l'enjeu sera à ce que, et tout dépendra de la maturité du peuple djiboutien pour profiter de cette occasion pour enfin, après 44 ans de dictature clanico-familiale, de mettre en place un État national qui va permettre à tous ces citoyens de jouir des mêmes droits et de bénéficier des ressources dont regorge ces pays. Donc, si j'ai bien compris, vous misez sur le fait que le régime étant maintenant très tribalisé, disons le mot, avec des responsables de la même tribu qui sont à tous les postes importants, vous misez sur le fait que s'il y a vacance du pouvoir, ça va s'effondrer et que vous allez pouvoir, avec les forces locales, les partis locaux, appliquer la transition, puisque tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Mais tous les partis ne sont pas d'accord, sont pas derrière vous. Il en manque encore. Mais en fait, si les choses évoluent comme elles évoluent actuellement, inévitablement, nous allons droit dans le mur. Et c'est le chaos qui nous attend à Djibouti. Parce que, oui, on voit ce qui s'est passé en Libye avec des systèmes similaires. On voit ce qui s'est passé au Yémen. Et en fait, c'est pour empêcher ce chaos que nous posons. C'est une initiative originale, hein, parce qu'il y a eu plusieurs coalitions d'opposition, mais c'était des coalitions électorales. Ici, c'est vraiment, c'est une démarche qui est faite en dehors des périodes électorales et qui propose de mener un travail de fond afin parce qu'il faut savoir que Djibouti, c'est un État artificiel, hein, qui a pris l'indépendance en 77. Je dis ça parce que c'est un pays qui a accédé à la souveraineté nationale, même dans un contexte de consensus national, mais dont il n'y avait aucune loi fondamentale qui régissait l'accession de ces peuples à l'indépendance. Il y avait des lois organiques qui ont été léguées par les colonisateurs et que tout se faisait par décret présidentiel. Il n'y avait aucune loi fondamentale, aucune constitution. Il a fallu que les forces du FRUD prennent les armes en 91, après 14 ans d'indépendance, pour que dans la hâte, une constitution a été concoctée, aussi imparfaite qu'elle soit, mais cela prouve que l'indépendance, cet État, vraiment a été créé sur une structure, une dictature tribalo-familiale, et que l'enjeu maintenant, c'est vraiment de faire fonctionner, de faire adhérer toute la population autour d'une loi fondamentale qui va reconnaître les mêmes droits et les mêmes devoirs à tous les citoyens de Djibouti. Donc, c'est un travail de longue haleine qui nous attend et qui va demander beaucoup de maturité au peuple djiboutien, parce que c'est un peuple qui souffre beaucoup vraiment de ces dictatures, malgré la présence, malgré les ressources énormes, gigantesques, qui sont mal utilisées, qui sont même utilisées en dehors du territoire national pour déstabiliser les États régionaux, que ce soit en Somalie, au Somaliland, et même en Éthiopie et au Yémen, et que si ces ressources étaient vraiment retournées vers la population djiboutienne en premier, notamment dans les domaines socio-économiques comme la santé, l'éducation et le développement du pays, suffira largement à sa population. Et si vraiment tous les leviers du pouvoir reviennent aux vrais patriotes du pays, une transition apaisée est possible à Djibouti. C'est aux forces de l'opposition et à la société civile de l'imposer, parce que cette dictature, elle a montré ses limites. Elle n'a rien apporté de bien au peuple de Djibouti pendant 44 ans, et que la population aujourd'hui est consciente qu'aujourd'hui, on va assister à l'intronisation pour un 5e mandat du dictateur en place, mais rien n'est attendu de ces mandats, et que nous mettons vraiment l'action, la priorité sur l'action au sein de l'opposition. Toute l'opposition doit se réunir au sein de cette coalition pour vraiment déstabiliser et faire partir la dictature, et par la suite profiter de cette occasion pour relancer les pays sur les schémas d'un État démocratique et national. Très bien. Eh bien, écoutez, merci.
Vous m'avez parlé de beaucoup de choses, c'est tout à fait intéressant et je vous en remercie. Quelle est aujourd'hui, pour conclure, quelle est la priorité numéro 1 de la CTD, la Charte de transition démocratique? La priorité numéro 1 de la charte aujourd'hui, c'est de faire adhérer le maximum de la population djiboutienne, les sensibiliser sur les enjeux, les projets de cette charte, mais aussi créer suffisamment de forces et de rassemblements autour de cette charte pour raccourcir la durée de cette dictature qui n'a que trop duré et enclencher une période de transition qui permettra aux Djiboutiens de se retrouver, de se poser les vraies questions existentielles et de mettre en place un vrai processus qui va être salvateur pour le pays. Très bien. Eh bien, écoutez, Monsieur Oumado, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos actions.